Comment est né l'amour pour le bois, cette passion du bois? Mais je pense que c'est un problème dans la famille en fait, puisque mon grand-père était menuisier, mon père était menuisier, mon frère était prof de menuiserie, et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers le travail du bois. Mais à une époque, on disait continue encore un peu à l'école, fais autre chose, ne reste pas comme moi toute ta vie dans la poussière. Et puis j'ai fait un autre métier. Et heureusement, chasser le naturel, il revient au galop. Et je suis revenu tout naturellement vers le travail du bois, mais pas en tant que métier, en tant que passion. Et quel bois travailles-tu? Eh bien, il y a des bois qui, pour moi, sont hautement symboliques, comme l'acacia, qui est un bois réputé imputrescible. Mais l'olivier aussi, de par sa texture, de par son origine, font que j'aime bien travailler ce bois-là. Mais il y a d'autres matières, comme tout ce qui est loupe, tout ce qui est ronce, tout ce qui est défaut. J'essaie de les mettre en évidence au travers des pièces que je réalise, en tout cas. Quel outil emploies-tu? Eh bien, il y a différents outils propres au tournage. On peut les mettre dans trois catégories. Les outils pour dégrossir, les outils à profiler et des outils de finition. Malgré cette définition, dans les différentes littératures qu'on peut trouver sur le sujet, moi je pense que avec 3-4 gouges bien utilisées, on n'a pas besoin d'autres outils. Moi j'ai eu vraiment un amour particulier pour ma grosse gouge qui me permet aussi bien de creuser ou de réaliser le profil d'une assiette que de profiler des buselures de bic. Donc pour moi, il n'y a pas forcément toutes ces catégories, mais il y en a une que je préfère, qui est celle-là, qui a déjà bien vécu, mais qui a été adaptée tant au niveau du profil qu'au niveau du manche. Des beaux saladiers, il y en a plein chez Ikea, hein. À 15 €. Hein. J'ai regardé encore des saladiers reconstitués, là, toutes des pièces collées, il y en a un paquet. C'est pas de l'artisanat, hein. Il se sort 20 000 pièces d'un coup. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses à ce niveau-là. Vous avez deux possibilités de tourner, soit entre pointes, et vous avez du côté de la poupée motorisée, la pointe motorisée, et de l'autre côté, du côté non motorisé, vous avez la pointe folle, celle qui va tourner. Vous pouvez, entre ces deux pointes, serrer, par rapprochement des deux poupées, vous pouvez serrer votre pièce et la travailler entre pointes. C'est valable pour un bougeoir, c'est valable pour un corps de lampe, c'est pas valable pour une assiette. Pour une assiette, la technique est dite du tournage en l'air, et on part du principe où on a une pièce comme celle-là, dégrossie à la scie à ruban, avec une vis dite queue de cochon, que je vais insérer dans mon percement. Le tout va être tenu par le mandrin et je vais pouvoir dresser et réaliser ici, au centre, ma pièce de reprise. Ma pièce de reprise qui est ceci. Une fois que j'ai ma pièce de reprise, je peux retourner ma pièce et la faire tenir à mon mandrin par extension. Donc les 4 mâchoires, je vais les rapprocher au maximum, l'introduire dans la cavité réalisée qui est légèrement en queue d'aronde, et puis ouvrir mes mâchoires et les bloquer en extension contre ma pièce. Et c'est où j'en étais arrivé tout à l'heure. Donc je suis à ce stade-là. J'ai normalement poli, verni ou ciré le fond, la partie qui va toucher, mais bien que ayant donné le profil extérieur lors de la première opération, je ne l'ai pas fini. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'abri d'une petite erreur que je vais pouvoir corriger, ou que je vais, voilà. Si je le faisais tout de suite, je serais embêté. Je pourrais encore aller l'abîmer, parce que si la face est terminée, elle est polie, s'il m'arrive un petit accident, parce que par excès de confiance ou par distraction, on a une petite griffe dedans, c'est toujours mieux de l'achever à la fin.
pour arriver à couper, il faut toujours commencer par le talonnage. Donc le biseau et qu'on porte à l'avant de la partie coupante, à l'arrière le talon du biseau. Donc je vais arriver à me mettre sur mon outil, au niveau du biseau, au niveau du talon, je recule jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir mon copeau et puis je peux y aller dans ce sens-là. Donc quand plus on a un bois dur et qui se coupe bien, plus on peut monter en vitesse, mais ça pardonne moins d'erreurs. Un papier. Alors, on ne peut pas corriger au papier verré. Ok. On achève, c'est un peu comme en carrosserie. Donc il faut qu'au niveau de l'usinage, je n'ai plus ces ondulations, je n'ai pas ces arrachements. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un problème d'arrachement parce que vous grattez, l'arrachement il est en profondeur dans la matière, il n'est pas en surface. Et si vous regardez ici, par exemple, approchez-vous parce que monsieur... Je vais vous montrer, voilà, regardez là, j'ai 3 arrachements en profondeur. Okay. En fait, si vous passez vos doigts, vous ne le sentez pas, mais la fibre, elle est brisée à l'intérieur. Parce que j'ai lâché mon outil, j'étais distrait, etc. Et vous pouvez poncer, hein, c'est bernique. Hein. Il faudrait arriver à enlever la matière pour aller enlever toutes les fibres brisées. Là. Et j'ai eu un arrachement ici sur la longueur, ici. Ça se voit quand la petite traînée. Hein. Ah oui. Si je mets une cire, un vernis ou une huile là-dessus, ça va réapparaître. Oui, le cerisier, ben, j'ai une assiette là qui est faite en cerisier sauvage. J'avais acheté la planche à un monsieur, le monsieur qui était là tout à l'heure, dans une scierie. Moi, je n'avais besoin que de la partie au-dessus, mais lui, il avait tout l'arbre, il m'a vendu la planche en entière. Le morceau que je vous ai montré dans l'atelier, c'est la même matière que ça. Je vais faire des belles pièces avec ça. Mais je dois...